Bonjour à tous, bienvenue sur la CPME TV Occitanie, bienvenue dans ce nouveau format. Nous allons, en partenariat avec Harmonie Mutuelle Groupe Vive et son représentant responsable des marchés, Frédéric Malfilâtre, accueillir pour ce troisième format le directeur de la Banque de France, Stéphane Latouche, qui va nous évoquer le thème de la cotation. Bonjour, Stéphane Latouche, directeur régional de la Banque de France en Occitanie. Merci beaucoup à Samuel Sett pour son invitation pour vous présenter la cotation Banque de France et surtout son actualité en cette période de crise sanitaire. Alors nous le savons tous, l'économie nationale a été très durement frappée en 2020, une croissance que nous estimons à moins 9%, on n'a jamais vu ça depuis la Deuxième Guerre. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons des perspectives de retournement pour cette année, pour l'année suivante et les années suivantes, avec plus 5% en 2021, plus 5% en 2022, plus 2% en 2023. Alors dans ce contexte d'une économie qui a brutalement plongé et qui devrait rebondir rapidement, comment se pratique la politique de cotation de la Banque de France? C'est tout l'enjeu de cette présentation, avec, je dirais, deux priorités. Une première qui sera de ne pas casser le thermomètre. Je sais que parfois la tentation est forte, mais souvenons-nous que casser un thermomètre, ça n'a jamais guéri un malade. Et par ailleurs, c'est comment apprécier au mieux la vraie situation financière d'une entreprise dans une économie qui connaît comme ça un brusque changement de rythme. Je commencerai d'abord par vous dire ce qu'est la cotation Banque de France. C'est une évaluation du risque de crédit, c'est-à-dire c'est l'évaluation de la capacité d'une entreprise à faire face à tous ses engagements financiers à un horizon de 3 ans. Deux points importants, cette activité de notation est encadrée et elle est strictement encadrée au niveau européen. Vous avez sur la diapositive exactement, nous avons un double statut. Je ne vais pas rentrer dans la technique d'OEC et d'ICAS, mais simplement pour dire qu'on ne fait pas n'importe quoi en matière de cotation. Le métier des agences de notation est encadré et encadré strictement par la BCE, qui procède à des audits, qui procède à ce qu'on appelle des backtesting, c'est-à-dire qu'on vérifie après coup que le système de cotation est robuste. Troisième point que je veux souligner là-dessus, c'est que la Banque de France, sa politique de cotation est un peu atypique des grandes agences de notation, les S&P, Standard & Poor's, Moody's, Fitch et autres. Nous avons des caractéristiques propres. D'abord, nous ne cotons pas des produits financiers comme le font ces grandes agences de notation qui vont noter la dette à long terme, la dette à court terme, les obligations, telle ou telle émission. Ensuite, nous faisons cette activité gratuitement. Troisième point, nous n'exerçons pas cette activité à la demande de clients, mais nous le faisons de façon systématique. Donc voilà, une approche un petit peu différente. Et puis, dernier point, je ne sais plus si je l'ai dit, nous faisons ça gratuitement et c'est une grande différence avec les grandes agences de notation. Quels sont les enjeux et quels sont les objets de cette politique de cotation? Il y en a trois. Cette notation, elle sert, cette cotation, notation, on a les deux termes à la Banque de France, à trois principaux objectifs. Tout d'abord, la politique monétaire. Ça ne vous concerne pas directement, c'est important de le savoir, mais sachez que quand même, les banques, lorsqu'elles viennent se refinancer au guichet de la Banque centrale européenne, en France au guichet de la Banque de France, dans les conditions fixées par la Banque centrale européenne, doivent déposer en garantie des titres ou des créances qui bénéficient des meilleures cotations. Donc évidemment, pour les banques, c'est très important. Deuxième point, et là c'est plutôt nous, Banque de France, qui sommes intéressés, nous l'utilisons pour la supervision bancaire. C'est-à-dire que cette cotation peut servir à définir la charge en fonds propres que devra mettre de côté une banque commerciale lorsqu'elle accorde une ligne de crédit à tel ou tel client. Et évidemment, vous vous en doutez, suivant la qualité de ce client, la qualité de sa notation, la charge en fonds propres de la banque commerciale ne sera pas la même. Pour le superviseur que je représente, le superviseur des banques, puisque c'est à la Banque de France que nous exerçons cette mission dans un organisme qui s'appelle l'Autorité prudentielle de contrôle et de résolution, l'ACPR, cette politique de cotation nous permet aussi d'avoir une vision
immédiate, instantanée, sur la qualité d'un portefeuille crédit. Lorsqu'on va aller contrôler la BNP, ou le Crédit Agricole, ou le Crédit Mutuel, ou n'importe quel établissement de crédit, comme nous avons noté toutes les contreparties, toutes les entreprises, nous avons instantanément une vision de la qualité du portefeuille de la BNP, du Crédit Agricole, etc. Troisième élément, et c'est très important, cette notation a pour ambition de faciliter la relation entre le prêteur et les entreprises. Alors je sais parfois la cotation Banque de France fait l'objet de remarques plus ou moins consentantes, agréables. Sachez quand même que tous les établissements de crédit notent leurs clients, mais je crois pouvoir m'avancer pour dire que tous ces établissements de crédit ne communiquent jamais leur notation interne. Avec la cotation Banque de France, un chef d'entreprise, et éventuellement pas content de la cotation que nous lui aurons attribuée, mais aura un outil de dialogue avec sa banque, puisque cette cotation est communiquée à la banque et elle est communiquée au chef d'entreprise. Tous ces éléments, la politique monétaire, la supervision bancaire, la relation prêteur-entreprise, contribuent à la stabilité financière, qui est la grande mission d'une banque centrale, partant du principe que vous ne pouvez pas avoir de croissance saine et robuste s'il n'y a pas un minimum de stabilité. Les exemples dans l'histoire économique récente abondent de croissance déséquilibrée, asymétrique, etc., qui se terminent mal. L'enjeu de stabilité financière, c'est un peu ce que je disais. Pour les prêteurs, vous l'avez compris, les banques, ils vont avoir une information sur la qualité des engagements qu'ils s'apprêtent à donner et ça leur donne un outil d'aide à la décision. C'est un miroir de leur propre système de cotation interne et elle est, soyons clairs, très largement utilisée par la profession bancaire. Pour le dirigeant, je l'ai dit, c'est un regard extérieur, indépendant, on n'a rien à vendre derrière. Et c'est une référence pour les établissements de crédit. Et puis, si le dirigeant sollicite un entretien de cotation, soit de pré-cotation, soit de cotation, c'est l'occasion d'un dialogue avec un analyste financier, avec un professionnel de l'analyse financière qui va donner les atouts, les fragilités, les axes de travail pour éventuellement améliorer cette cotation. Alors, qui accède à la cotation ? Ça, c'est très important. D'abord et avant tout, le chef d'entreprise. C'est très important, c'est gratuit. Et je le redis, tout chef d'entreprise qui sollicite un entretien pour qu'on lui explique sa cotation, il aura cet entretien. Il ne faut pas hésiter à solliciter cet entretien. Au niveau national, nous réalisons entre 50 et 60 000 entretiens par an avec les dirigeants. Nous nous sommes mis en capacité d'augmenter encore cette capacité parce qu'on se rend bien compte que les chefs d'entreprise sont dans l'attente de cet échange, d'explications. Et donc, il ne faut surtout pas hésiter. Alors, outre le chef d'entreprise qui y accède, je ne parle pas de la Banque de France, bien évidemment, nous y accédons. L'ensemble de la communauté bancaire, comme vous le voyez, depuis 2010, les assureurs crédits, depuis 2014, les plateformes de crowdfunding, depuis 2016, le monde de l'assurance au sens large. Et puis, il y a eu deux petites ouvertures. Alors, j'ai tiré un petit trait, comme vous le voyez sur la diapo, parce que c'est un accès très partiel que ont ces deux derniers acteurs, que sont les conseils régionaux depuis 2 ans maintenant, depuis 2018. Et pour votre information, nous sommes en train de conclure une convention de partenariat avec le Conseil régional d'Occitanie. Mais j'insiste, c'est un accès très partiel. On ne va pas aller dans le détail des comptes, on ne va pas avoir le détail du compte de résultat, on ne va pas avoir le détail de notre analyse. Mais les analystes, les développeurs plus exactement du conseil régional, vont avoir accès essentiellement à votre état civil, le nom du dirigeant, les coordonnées, le téléphone, l'adresse, vont avoir accès à la cotation et je dirais à des informations vraiment de base, le chiffre d'affaires et le personnel. Et puis, sous quelques mois, les administrations intervenant dans la prévention des difficultés des entreprises, et là je pense en particulier au commissaire, alors j'ai oublié le nouveau terme, ex-CRP, qui est maintenant le commissaire aux restructurations industrielles, je crois, mais je ne suis pas le CRP. Voilà, j'insiste, Conseil régional, CRP ont accès juste à des résultats. Ils n'ont pas accès aux détails des comptes. Et je rappelle
que tout dirigeant d'entreprise conserve la possibilité de dire à la Banque de France « Je souhaite que mes comptes ne soient pas diffusibles ». Ça veut dire que ceux qui vont consulter, je suis au-dessus du trait, les banques, les assureurs crédits, les plateformes de crowdfunding, etc., n'auront pas accès aux détails des comptes. Je ne suis pas complètement convaincu de l'utilité de cette disposition. À un moment ou à un autre, il faut ouvrir un peu ses livres, mais le chef d'entreprise peut, pour des raisons qui ne lui appartiennent et qu'on respecte bien évidemment, demander à ce que ses comptes ne soient pas diffusés. Qu'est-ce qu'on prend en compte pour effectuer cette cotation? Alors d'abord, il y a deux situations. Vous avez les entreprises, c'est notre ligne de partage, qui font plus ou moins de 750 000 € de chiffre d'affaires. Celles qui font moins de 750 000 € de chiffre d'affaires, et soyons clairs, c'est l'essentiel du tissu français, puisque sur les 7,5 millions d'entreprises que nous avons dans notre base, qui s'appelle FIBEN, le fichier bancaire des entreprises, nous n'en avons qu'environ 300 000 qui font plus de 750 000. Donc pour les 7,2 millions autres, elles font moins de 750 000 € de chiffre d'affaires. Pour ces entreprises, ce n'est pas une analyse complète. Nous avons simplement des infos que nous recevons du tribunal de commerce pour savoir si cette entreprise est en procédure collective. Et nous avons des informations de la part des banques pour savoir si cette entreprise n'a pas été en défaut. Si nous avons une réponse négative à ces deux questions, par défaut, pour ces entreprises de moins de 750 000 €, elles seront sur une cotation 0. Ça veut dire ce n'est pas vraiment une cotation, aucun élément négatif sur cette entreprise, mais on ne peut pas vous en dire plus. Pour celles qui font plus de 750 000 € de chiffre d'affaires, donc environ 320 000 entreprises pour cette année très exactement, nous collectons en premier lieu les liasses fiscales, les documents comptables. Deuxième élément, nous collectons un certain nombre d'informations via l'INSEE, via d'autres sources, pour avoir les liens capitalistiques, pour avoir les événements judiciaires. Est-ce que cette entreprise a perdu la moitié de son capital social? Est-ce qu'elle est en liquidation? Est-ce qu'elle est en redressement? Nous avons ensuite beaucoup d'informations que nous recueillons auprès des banques, et notamment l'ensemble des crédits mobilisés, des crédits mobilisables, des engagements de garantie. Ça, c'est très important. Les banques nous déclarent également, sont tenues de nous déclarer, c'est une obligation légale qui s'impose à elles, tous les incidents de paiement sur effet de commerce, ainsi que tous les défauts de paiement sur des lignes de crédit classiques. Chaque fois qu'une entreprise fait défaut, le défaut se définissant par 3 échéances non honorées, la banque apprécie et peut faire une déclaration de défaut. Voilà, ça c'est la base, c'est l'essentiel. Et puis à côté de ça, nous recueillons beaucoup d'éléments qualitatifs qui ne sont pas dans votre documentation comptable, mais qui vont enrichir l'analyse. C'est d'abord des éléments qu'on recueille auprès de l'entreprise, auprès du dirigeant ou de ses proches collaborateurs. Comment évolue le marché, comment évolue le carnet de commandes, quels sont les projets stratégiques, est-ce qu'il y a des opérations de croissance externe, j'en passe et des meilleurs. Donc toute une batterie d'éléments qualitatifs que nous obtenons à travers ces milliers d'entretiens, ces 50 000 entretiens que nous conduisons chaque année, plus de 50 000, avec les dirigeants, puisque cette année, ça devrait être au moins 70 000. Et puis, après, nous avons une veille économique, très clairement, des contacts avec la CPME, des contacts avec l'INSEE, des contacts avec des filières professionnelles pour connaître les évolutions de marché, pour connaître les évolutions de l'environnement. Et bien évidemment, nos propres sources Banque de France. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'à la Banque de France, Banque centrale, nos départements statistiques et analyses sont extrêmement puissants. Nous manipulons à la banque plus de 30 000 séries statistiques, diverses et variées, et tout ça, évidemment, donne des éléments d'environnement de l'entreprise. Le processus de cotation. 4 éléments. Nous regardons 4 éléments principaux. Tout d'abord, la capacité de l'entreprise à gagner de l'argent, à être profitable et donc à couvrir ses charges. Deuxième temps, la solvabilité, très clairement la capacité, avec ses ressources propres, à faire face à son endettement.
l'autonomie financière et puis enfin la liquidité. Je ne vous cacherai pas que dans ces périodes de crise, la liquidité est devenue un élément clé. Et c'est vrai que notre analyse se focalise beaucoup sur la capacité de l'entreprise, par l'examen de ses flux de trésorerie et de sa trésorerie prévisionnelle, à faire face à ces échéances. Nous constatons, hélas, en particulier dans cette période si compliquée, si difficile, qu'une entreprise peut avoir des merveilleux produits ou services, peut avoir un beau carnet de commandes, un beau portefeuille client, et pour autant, à cause d'impasse de liquidité, être en très grande difficulté. Alors la cotation, c'est à dire d'experts. Nous menons de gros travaux auprès de nos analystes de formation pour toujours améliorer ce processus de cotation. Je veux simplement dire 2 points là-dessus. Nous exploitons un système d'intelligence artificielle parce que nous avons des batteries de ratios, environ 300-400 ratios qui nous servent à faire l'analyse, et l'intelligence artificielle propose un premier élément d'analyse, c'est la même chose dans les banques, un système expert, va proposer à l'analyste financier une cotation, lequel analyste financier, parce que ça c'est un critère fondamental des agences de notation, il n'y a pas de cotation automatique, il y a toujours un expert au bout du bout qui va pondérer, surpondérer, sous-pondérer tel ou tel élément en fonction des éléments qualitatifs qu'il a recueillis, en fonction des éléments d'environnement qu'il connaît. Donc, une cotation à 10 experts. Deuxième point, nous apprécions, nous avons une technique de score, ça c'est issu du backtesting, et donc on voit après coup, lorsque une entreprise évolue dans tel secteur, il y a tel profil de cotation, en règle générale, son risque de défaut est plus ou moins fort. Donc ça, c'est une technique de score. Comment on lit une cote Banque de France ? Une cote Banque de France, c'est une lettre et un chiffre. La lettre, comme vous le voyez, c'est ce qu'on appelle la cote d'activité, c'est-à-dire ce sont des tranches de chiffre d'affaires. Donc ça, il n'y a aucun élément qualitatif. Ça va de A à M. De A, plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce sont les très grandes sociétés, les très grands groupes, à M, les entreprises qui font un chiffre d'affaires inférieur à 0,1, et nous sommes bien d'accord, ce n'est qu'à partir de la cote H, 750 000 euros de chiffre d'affaires, que l'on va avoir une analyse des documents comptables. En dessous de cette cote H, en dessous de 750 000 euros de chiffre d'affaires, c'est juste, si je puis dire, presque une cotation par défaut, c'est-à-dire on dit juste à la communauté financière, nous n'avons pas d'informations défavorables sur cette entreprise, ou au contraire, nous avons des informations défavorables. En dessous, à savoir, N, c'est une cote que nous utilisons pour les holdings, qui n'ont pas d'activité propre, mais qui ont simplement une activité de holding. Et puis enfin, X, ça veut dire chiffre d'affaires inconnu ou trop ancien. Ça, c'est la cote d'activité. À droite, vous avez la cote de crédit qui, alors là, est vraiment l'appréciation que porte la Banque de France sur la capacité financière de l'entreprise à faire face à ses engagements à 3 ans. J'insiste, à 3 ans, notre cotation regarde pas juste les comptes de l'année passée, mais regarde à 3 ans quels sont les risques. Donc c'est vrai que cette projection dans l'avenir, c'est évidemment la grande difficulté de l'exercice. Alors on va du meilleur 3++, excellente, aucune réserve sur le risque de cette entreprise, au pire, qui est la cote 6, très faible. En dessous de 6, donc là on a vraiment dans le 6 des éléments de fragilité majeurs, c'est souvent des entreprises qui n'ont plus ou très peu de fonds propres, ou des entreprises qui, sur plusieurs exercices, ont une rentabilité d'exploitation négative. Après 7, 8, 9, ce sont des cotes que nous attribuons lorsqu'il y a des défauts sur les incidents sur effet de commerce. 7, c'est quelques défauts. 8, beaucoup de défauts. Et 9, là, vraiment, il y a énormément de défauts et dans des proportions très significatives en regard du chiffre d'affaires. Et donc, c'est souvent l'antichambre de le niveau en dessous, la cote P, qui est une cote qui indique que l'entreprise est en règlement ou en liquidation judiciaire. La cote 0, enfin, ça veut dire que nous n'avons pas la documentation comptable. Donc, je vous ai mis un petit exemple en bas, une cote H4+, sera donc une entreprise dont le niveau d'activité est compris entre 750 000 euros et 1,5 million de chiffre d'affaires.
pour le H et le 4+, dont la capacité à honorer ses engagements financiers à un horizon de 3 ans est considérée comme assez forte. Alors sachez-le, ne sont éligibles au refinancement de la BCE, je vous ai dit tout à l'heure, dans les 3 objectifs de la cotation, ça sert à la politique monétaire. Les banques peuvent apporter en garantie des créances sur des entités qui ont une belle signature. Ce qu'on appelle une belle signature, c'est jusqu'à la cote 4. En dessous, ça n'est pas éligible au refinancement BCE. La BCE, justement, parlons-en, elle encadre l'activité de ces agences de cotation. Et elle exige que le taux de défaut, c'est-à-dire le défaut, c'est le fait pour une entreprise de ne pas honorer une échéance. Le taux de défaut, quand on est sur une cote 3, 3+, ou 3++, ça ne doit pas dépasser 0,1% de la population totale des entreprises ayant cette cote 3. Donc vous voyez, c'est vraiment un engagement fort que prend l'agence de notation lorsqu'elle attribue une cote 3, puisqu'on pense que vraiment les défauts seront très marginaux. Sur la cote 4+, c'est 0,4, sur la cote 4, c'est 1. Et depuis que nous sommes agréés, nous respectons ces normes. Alors j'en viens probablement à la diapo la plus importante. Comment va-t-on travailler en 2021 ? Parce que finalement, la cotation l'année dernière a été relativement facile. Pourquoi ? Parce qu'on avait des bilans 2019 et vous le savez, les bilans 2019 pré-crise étaient plutôt des bons bilans. C'est une chance d'ailleurs pour l'économie. Les entreprises françaises sont plutôt entrées dans cette crise avec des situations financières correctes dans leur ensemble. Il y a évidemment tout le spectre. 2021, je ne vous le cache pas, est plus compliqué parce que là, les entreprises vont nous présenter des bilans qui seront par nature affectés par la crise. Il en ira de même avec les banques. Donc ça, c'est vraiment l'équation qui est posée. Comment fait-on pour éviter, ce que je vous disais tout à l'heure, à la fois de ne pas casser le thermomètre, parce que ça ne sert à rien, ça ne sert véritablement à rien, et d'autre part, éviter le reproche qui est souvent fait aux agences de notation d'être procycliques. Ah mais quand ça ne va pas, vous dégradez tout le monde, quand ça va bien, vous rehaussez tout le monde. Finalement, à quoi vous servez ? Je fais court, mais c'est un petit peu le reproche qui a été fait aux agences de notation, notamment la crise de 2008. Et on a tiré les enseignements de tout ça. Avant de venir au fond, première chose, je tenais à vous dire, et ça c'est une bonne nouvelle pour vous, ça va vous simplifier votre relation avec la Banque de France. Dans les prochaines semaines, vous n'aurez plus à nous transmettre votre documentation comptable, puisque nous allons la récupérer automatiquement de la DGFiP. Donc là, nous allons avoir un taux de couverture de 100% de toutes les entreprises, plus de 750 000 € de chiffre d'affaires. Et ça, c'est une très bonne chose. Notre seuil de cotation de 750 000 €, en revanche, est inchangé. Évidemment, le fait que l'on va récupérer l'exhaustivité des bilans des entreprises qui font plus de 750 000 va nous permettre d'avoir des études sectorielles, des études sur le tissu d'entreprise. Nous produisons beaucoup d'études sur la situation des entreprises, beaucoup plus complètes et beaucoup plus tôt dans l'année. Alors, nous allons avoir, avec ces bilans qui ont été affectés par la crise, comme je l'indique, 3 points de vigilance importants où on a vraiment besoin d'avoir un dialogue avec l'entreprise nourri pour que notre analyse financière ne parte pas dans une mauvaise direction. La première, évidemment, c'est le PGE. Est-ce qu'on est sur un PGE de confort ou est-ce qu'on est sur un vrai PGE qui a servi à l'entreprise à passer le moment difficile ? Et deuxième point, sur ce PGE, quelles sont les modalités de remboursement qu'envisage l'entreprise ? Ça, c'est fondamental et nous vous poserons systématiquement la question aux, je crois, 600 000 entreprises au niveau national qui ont demandé un PGE. Deuxième sujet, le traitement de la forte baisse d'activité et de la rentabilité. En règle générale, les bilans que vous allez nous transmettre reflèteront, à de rares exceptions sectorielles, des baisses d'activité, plus ou moins fortes selon les secteurs, et des baisses de rentabilité. Là, ce qui va nous intéresser au plus haut point, c'est de connaître votre capacité de rebond
Est-ce que, après cette terrible année 2020, il y a des perspectives de rebond en 2021, 2022 et 2023 ? Évidemment, c'est extrêmement important pour nous. Troisième point, le risque de liquidité. Donc là, c'est tout simple, c'est un prévisionnel de trésorerie. Voilà mes charges, voilà ce que j'ai en face. Est-ce qu'on a des impasses au mois, à l'année ? Et ça, on va vous poser certainement pas mal de questions. Pour répondre à ces trois enjeux majeurs de la cotation des entreprises en 2020, nous allons avoir besoin d'avoir un dialogue nourri avec les dirigeants que vous êtes. Et pour faciliter ce dialogue, nous allons vous écrire courant mars-avril pour vous inviter à répondre à un questionnaire pour nous permettre d'analyser les 3 points que je mentionne. Excusez-moi, je monte la télé, mais je crois que vous, c'est là peut-être. Les modalités de remboursement du PGE que vous avez retenues, la possibilité d'un rebond d'activité à court, moyen ou long terme, le risque d'impasse de trésorerie à court, moyen et long terme. Donc ça, s'il vous plaît, remplissez ce questionnaire. Je suis très clair avec vous. Si vous ne remplissez pas ce questionnaire, si vous ne répondez pas à ces points, l'absence de réponse sera plutôt traitée défavorablement dans notre analyse. Donc évidemment, tout ce que vous pouvez nous donner sur l'évolution récente de l'activité, de votre carnet, de vos capacités de rebond, des mesures d'ajustement que vous avez mises en place pour rétablir votre profitabilité d'exploitation nous sont extrêmement utiles, parce que tout n'est pas dans le bilan. Au besoin, vous aurez tout à fait la possibilité de nous transmettre une situation intermédiaire certifiée et un prévisionnel de trésorerie. Je ne peux que vous y encourager vivement. De même, je ne peux que vous encourager vivement à nous transmettre tous les éléments de ce qu'on appelle la flexibilité financière dans le jargon. Est-ce qu'éventuellement, il peut y avoir un apport actionnaire ? Est-ce qu'il va y avoir des levées de capitaux ? Est-ce qu'il va y avoir une ouverture du capital ? Est-ce que l'entreprise a sollicité de nouveaux financements ? Un deuxième PGE, un troisième PGE, un quatrième PGE. Vous savez que c'est ouvert, c'est un guichet qui est ouvert jusqu'en juin. Donc voilà, appréciez en cas de coup dur, en cas de nouveau coup dur, est-ce que vous avez de la flexibilité financière ? Et bien évidemment, la trésorerie propre. Un dernier point sur lequel je voulais insister, ce sont pour les groupes. Pour les groupes, et notamment lorsqu'il y a des covenants, d'ailleurs groupe ou pas groupe, mais lorsqu'il y a des covenants dans les concours financiers accordés par les banques, est-ce que ces covenants ont fait l'objet de waivers, alors j'emploie les termes un peu techniques, ou est-ce qu'il y a eu des bris de convenants et avec toutes les conséquences que cela a ? De même pour les groupes, et ça c'est une question fondamentale pour nous, est-ce que le groupe envisage de maintenir son soutien aux filiales ? Il n'y a rien de condamnable à éventuellement dire « écoutez, ça va trop mal, je me ressente sur mon métier cœur, et donc cette filiale qui n'est pas dans mon cœur de métier, je vais plutôt la céder ». Dont acte. Simplement, dans notre mécanique d'analyse financière, lorsque nous avons la conviction du soutien aux filiales, nous attribuons une seule notation unique, la même, à la tête et à tout l'ensemble. Si une entreprise nous dit « écoutez, telle filiale, on va la céder cette année », eh bien, elle ne bénéficiera pas de la cotation groupe, mais aura une cotation propre. En complément de tout ça, de ce dialogue nourri que nous devrons avoir cette année, pour quelques entreprises, nous poursuivons notre démarche pour progressivement intégrer de la RSE dans notre analyse financière. Toutes nos analyses montrent que les entreprises qui ont des démarches RSE importantes ont en règle générale des performances financières, des performances commerciales, des performances d'exploitation plus importantes. Et donc, nous poursuivons ce travail sous la forme d'entretiens ciblés. Il y a environ 4000 entreprises qui seront intégrées dans cette démarche au niveau national. Alors après, je veux souligner sur notre façon de coter pour éviter ce que je disais d'être pro-cyclique. Ça baisse, on baisse, ça monte, ça monte. Je veux insister sur un point important. Notre analyse est une analyse à 3 ans et qui regarde les performances d'une société sur les 3 dernières années. Nous faisons ce que nous appelons une analyse à travers le cycle. Et si nous sommes convaincus qu'il y a un rebond,
qu'il y a la flexibilité financière, qu'il n'y aura pas de défaut sur telle ou telle échéance, nous pouvons tout à fait tirer un trait sur cette année 2020 et considérer que c'est un accident conjoncturel, mais que structurellement, cette entreprise, elle est solide et donc nous maintiendrons la cotation. Je peux vous assurer que les sessions de sensibilisation de notre personnel à cette cotation à travers le cycle, de nos analystes, à ne pas surréagir à la crise de 2020, et là, celle dans laquelle nous sommes encore un peu, est très, très, très importante. En tout cas, une chose est certaine, c'est une analyse à dire d'experts et c'est une analyse au cas par cas. Ça, je veux extrêmement insister, il n'y a pas de décision sectorielle. Je vais prendre un exemple, évidemment, qui est très important à Toulouse. Nous n'avons pas décidé, dans le secteur aéronautique, de dégrader de 1, 2 ou 3 crans toutes les notations de façon indistincte. Et j'ai plein d'exemples en tête, y compris d'entreprises significatives, dont nous n'avons pas modifié la cotation, parce que oui, il y a un accident en 2020, mais il y a quand même des perspectives, même si c'est vrai, on le sait, le marché aéronautique ne devrait pas retrouver son niveau d'avant-crise avant 2024. Un petit coup d'œil sur le panorama des cotations tel qu'il était avant crise. Voilà, l'essentiel des cotations, nous avons environ la moitié des cotations qui sont 60% des cotations qui sont en zone favorable, donc 4 et plus, ce que nous appelons dans notre jargon les cotes éligibles au refinancement Banque centrale. Je ne peux pas vous donner encore aujourd'hui les résultats à fin 2020, je veux juste vous dire que ce profil a très très peu varié à fin 2020 par rapport à ce qu'il est. Nous avons très peu dégradé parce que justement, nous avons fait cet effort d'analyser à travers le cycle et de distinguer. Je pense que ça va être plus dur cette année. Il sera logique que globalement, il y a un petit glissement vers le bas parce que voilà, le choc sur l'économie, le choc sur les entreprises est là. Mais je veux insister sur le fait que c'est une cotation adaptée et à travers le cycle. Voilà, pour tout renseignement, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous appeler, vous avez les coordonnées là. N'hésitez pas à appeler nos analystes financiers, en règle générale, vous avez les coordonnées. Et nous sommes entièrement à votre disposition et surtout, nous avons besoin de vous entendre et d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci Monsieur Latouche, directeur régional de la Banque de France. Alors maintenant, si vous y consentez, nous avons quelques questions de nos présidents territoriaux qui veulent justement, après ce que nous avons vécu, ce que vous avez rapidement présenté, ont des questions à poser sur l'application effective. La première question est de Bernard Massas, président de la CPME 66 Pyrénées-Orientales. Bernard Massas, président de la CPME 66, bonjour. Monsieur le directeur régional de la Banque de France, nous vous souhaitons, au nom de la CPME 66, les meilleurs vœux pour cette année 2021. 2020 a été une année financièrement catastrophique pour les entreprises. Toutes les entreprises ont été victimes, bien sûr, de la pandémie et de la Covid-19. L'État a fait un effort important concernant la mise en place du PGE. Vous, en qualité de Banque de France, non seulement vous avez validé cette action, bien sûr, mais en plus, vous avez été un vecteur essentiel pour la mise en place des PGE auprès des entreprises via, bien sûr, les banques des entreprises. Il s'avère malheureusement que, malgré votre avis favorable du PGE, les banques des entreprises ont refusé d'octroyer et de monter le dossier de ce PGE. Certaines entreprises sont passées par la médiation. Et la médiation, aujourd'hui, a aussi parfois refusé certains dossiers. Donc la question, c'est que nos entreprises ne pourront pas continuer là-dessus. Donc quel est le pouvoir de la Banque de France aujourd'hui à imposer à nos banques le financement du PGE à nos entreprises? Il en va de la sauvegarde du patrimoine économique et social de notre territoire. Merci, Monsieur le Directeur. Monsieur le Président, merci. D'abord, merci pour vos vœux. Recevez les miens en retour, bien évidemment. Pour une meilleure année 2021, j'évite de dire bonne année, mais une meilleure année. Alors, une question fondamentale, bien évidemment. D'abord, un petit point macro. Vous dites toutes les entreprises. Oui, toutes les entreprises ont été affectées.
Mais il est important d'avoir en tête que toutes les entreprises ont été affectées de façon extrêmement différenciée. Ce que montrent nos enquêtes de conjoncture, c'est qu'assez rapidement, de grands pans entiers de l'économie ont retrouvé une activité très proche de la normale. Pour faire court et de façon certainement trop résumée et simplifiée, dès le mois de juillet, l'essentiel de l'industrie, l'essentiel du bâtiment et des travaux publics, l'essentiel des services aux entreprises avaient retrouvé des niveaux d'activité très proches des niveaux d'avant-crise. Nous avons après des secteurs qui sont dans une situation intermédiaire, et je pense en particulier à toute la filière aéronautique, pour qui, là, il y a un impact, on va dire, de 30-40%. Et puis, nous avons un troisième lot qui sont essentiellement tout ce qui a trait au service à la personne, c'est les loisirs, c'est la publicité, c'est les loisirs, le spectacle, les restaurants, les hôtels, les bars. Tout ce secteur, là, est sinistré, c'est très clair, c'est d'une violence inouïe, et d'autant plus violent que les perspectives de retour à la normale, nous ne les maîtrisons pas. Donc voilà, je dis ça, c'est important parce qu'il ne faut pas trop généralisé, il y a des entreprises sinistrées, je pense que le mot n'est pas exagéré, mais il y a aussi des entreprises qui ont véritablement retrouvé une activité assez rapidement normale. Il y a aussi le secteur du commerce, et il m'est très difficile de vous donner un tableau simple, mais sachez par exemple que dans la distribution, grande, moyenne, petite distribution, on va avoir des chiffres d'affaires qui sont au moins au niveau de 2019, voire au-dessus. Je pense par exemple au commerce de cycle. Le commerce de cycle, on est sur une progression de chiffre d'affaires de 50% en 2020, peut-être plus. Donc voilà, tout le monde est affecté, mais de façon extrêmement différenciée. Le PGE, conséquence de ce que je viens de dire, toutes les entreprises n'ont pas demandé du PGE. Je l'ai dit dans ma présentation, un certain nombre d'entreprises sont rentrées quand même dans cette situation, je dirais, avec des structures financières, des santé financières assez solides, et ont pu, par les autres dispositifs qui ont été présentés, je crois, par la DRFIP et les URSSAF, avec ces seuls dispositifs, traverser le tunnel, si je puis dire. Et ce ne sont au final qu'entre 6 et 10% selon les départements, mais plutôt autour de 6% des entreprises de nos territoires qui ont sollicité un PGE. Seulement 6%. Alors seulement, entre guillemets, bien évidemment. Et puis, dernière chose que nous constatons, c'est qu'en plus, ces PGE, alors c'est peut-être plutôt le fait d'entreprises de taille plus importante, ont été pris en précaution. Parce qu'il y a quand même une statistique qui nous frappe. La progression de l'endettement des entreprises françaises entre mars et décembre est de 175 milliards d'euros au niveau national. La progression des comptes à vue des entreprises françaises entre mars et de décembre est de 174 milliards. Donc essentiellement, ces PGE, en moyenne, sont des PGE de précaution. Je ne dis pas de confort, de précaution. Je crois que j'ai employé le terme confort tout à l'heure. C'est un terme inapproprié. On est au pic de la crise en avril, on ne sait pas où on va, on tire et puis on verra après. Alors, pour autant, vous l'avez dit, il y a des entreprises qui n'ont pas obtenu leur PGE. En moyenne, c'est entre 2 et 3%. Donc personnellement, au jour d'aujourd'hui, même s'il y a pu avoir ici ou là des refus, il y a eu des refus et il y en aura encore. Je ne peux pas dire qu'il y ait eu un frein de la part des banques à distribuer ce PGE, bien au contraire, et ce d'autant plus qu'ils ont la garantie de l'État. Donc c'est vrai que le risque final pour la banque, il n'était que sur 10% du montant total, puisque, comme vous le savez, l'État ne garantit que 90% des prêts. Derrière toute entreprise qui se voit refuser un PGE, vous l'avez dit, peut saisir la médiation. Et la médiation, vous l'avez dit également, nous avons environ un tiers des dossiers qui sont exclus a priori du bénéfice de la médiation. Pourquoi ? Qu'est-ce que nous excluons a priori de la médiation ? Nous considérons que autant il est sain d'accompagner une entreprise qui a des fondamentaux et qui a des perspectives de rebond, autant une entreprise qui est rentrée dans la crise fragile, sans fonds propres,
sans carnet ou un tout petit carnet, avec plus de trésorerie, est-ce que vraiment la solution pour cette entreprise, c'est de rajouter de l'endettement ou est-ce que ce n'est pas plutôt d'aller au tribunal de commerce, faire un redressement, faire un mandat, faire une sauvegarde? Voilà, il faut choisir le bon guichet. Et je reste convaincu que quand une entreprise a des difficultés structurelles profondes, préexistant souvent à la crise, la meilleure réponse n'est pas toujours d'ajouter de l'endettement. Une entreprise surendettée, rajouter de l'endettement n'est pas toujours la solution. En tout cas, pour répondre très clairement à votre question, quelle est la possibilité pour la Banque de France d'imposer à une banque de faire une ligne de crédit? Nulle. Les banques sont libres dans leur politique commerciale, dans leur politique de crédit. Chaque entreprise a la possibilité de saisir la médiation et nous engageons dans ces cas de refus une entreprise de bons offices. Dans un cas sur deux, on réussit. Voilà la situation. Liberté commerciale pour les entreprises, une médiation qui fait tout son possible pour les cas des entreprises dont nous estimons qu'il y a une chance sérieuse de rebond. Et acceptons-le s'il vous plaît, il y a un certain nombre de cas où des entreprises partent trop fragiles, rajouter de l'endettement, ça n'est pas la solution. Ne perdons pas de vue, et c'est l'immense paradoxe de la situation actuelle qui souligne au demeurant la très grande efficacité des dispositifs qui ont été mis en place. Les défaillances d'entreprises en 2020 ont reculé de 30% par rapport à 2019. Est-ce bien logique? L'économie se contracte de 10% et les défaillances baissent de 30%. C'est donc bien probablement, au risque d'être un peu provocateur, que peut-être on a accompagné des entreprises qui, en temps normal, auraient pris le chemin du tribunal de commerce. Et ça n'est pas infamant. Nous avons un échange très régulier avec le tribunal de commerce. Il y a, je vous l'assure, beaucoup de cas où il vaut mieux faire un bon mandat, une bonne sauvegarde, un bon redressement, que de poursuivre avec des boulets énormes aux pieds qui plombent de façon des fois structurelle une société. Merci, monsieur le directeur. Alors, vous avez parfaitement raison. Vous avez abordé plusieurs points qui sont parfaitement en phase avec nos analyses. J'aimerais avoir votre avis d'expert sur plusieurs sujets. Le premier, en complément des questions qui vous ont été posées, vous avez à juste titre fait référence au recul des procédures de traitement de difficultés des entreprises, et c'est un fait, et c'est probablement lié à la première phase du traitement, puisqu'il y a eu une réponse massive, incontestablement, de l'État, les PGE, les reports de charges, les chômages partiels avaient leur prise en charge à 100%, et ceci a pu avoir un effet très bénéfique sur la trésorerie. Et à ce titre, à court terme, ça a pu faciliter un certain nombre de difficultés. La deuxième phase, dans laquelle nous sommes désormais rentrés depuis maintenant quelques mois, notamment depuis septembre-octobre, va être de devoir créer de la richesse pour pouvoir être en capacité de rembourser ou de réduire son endettement. Force est de constater que la valeur ajoutée moyenne de nos entreprises étant relativement basse, en particulier dans le faisceau de 95% des entreprises de moins de 10 salariés à peu près, pour être très schématique. Et vous avez eu raison de pointer qu'un très grand nombre de ceux qui ont demandé le PGE, je dis demande pas forcément obtenu, je parlais de demande dans la démarche volontaire des entreprises, font état d'une certaine taille, puisque je crois, d'après la lecture de vos statistiques, c'est environ 115 ou 116 000 euros le PGE moyen. Et donc, ce qui, si on prend sur 25%, fait environ un chiffre d'affaires de 600 000 euros. Et si on est sur moins, c'est entre 600 000 et 1 million d'euros, ce qui, vous l'avez dit, représente une part importante, puisque vous avez également dit, vous avez tout dit d'ailleurs, que 300 000 entreprises font plus de 750 000 euros sur les 7,5 millions. Donc, on arrive à avoir à peu près les entreprises qui étaient concernées. Vous avez également pointé, donc je ne fais que de la figuration ce soir, le fait que, en effet, il y a une anomalie dans le traitement de la trésorerie qui recule l'échéance sur la procédure, ce qui avait été analysé par nos dirigeants dans la mesure où certains d'entre eux, peut-être de manière un peu tôt, avaient dit la fin de l'année 2020 risque d'être catastrophique. Je pense que ça va aller en dégradant sur plusieurs mois et avec une inquiétude réelle pour nos entreprises, puisque, à mon humble avis, ni nous en tant que chef d'entreprise, ni vous, malgré l'expertise qui est la vôtre à la Banque de France, n'êtes en capacité de savoir quel type d'entreprises vont finalement s'en sortir, de manière statistique, j'entends. Et donc, vous avez raison de dire, nous n'étions pas là et nous n'avions pas vocation à soutenir, ou les banques,
en tant que régulateur et observateur avec du recul, on comprend parfaitement le discours qui tend à dire les banques n'avaient pas vocation à soutenir des entreprises qui auraient été en difficulté avant, si j'ose dire, avec le risque que l'on connaît, vous le savez très bien, de la sous-capitalisation de nos entreprises, qui est quand même une constante des entreprises françaises en particulier, et sur lequel je pense qu'il y a des choses qui sont à travailler. À court terme, on n'a pas 50 000 solutions. D'ailleurs, la CPME propose désormais que soit étudié un prêt de consolidation qui serait remboursé sur 10 ans, de manière à pouvoir amortir en 10 ans une chose qu'on ne sera pas capable de faire en 3, puisque quelle valeur ajoutée devrions-nous faire pour pouvoir rembourser 3 ans d'endettement, comme par exemple l'URSSAF nous repousse sur 36 mois, ou quand un PGE peut subir une franchise de plus sur une année, mais devra être amorti sur les 5 années suivantes. Donc il y a quand même des questionnements à se poser. Et pour l'instant, vous avez à juste titre pointé notre point, qui est pour nous central, c'est la volonté du chef d'entreprise d'avoir de la prévisibilité dans ce moment de tourmente. Et cette prévisibilité dans la tourmente, elle se traduit notamment par la possibilité de récupérer un PGE sans pour autant l'utiliser. Donc on est vraiment dans la représentation typique du « je ne sais pas de quoi demain sera fait ». Rien n'est prévisible, mais dans l'imprévisibilité, je vais essayer de fixer quelques éléments de prévisibilité, à savoir ma capacité à répondre à l'impondérable à la finance. Donc ça, c'est un véritable sujet. Je suis très heureux que vous ayez, je n'en avais pas douté, mais que vous ayez parfaitement conscience de ces éléments-là, parce que ça permettra aussi de pouvoir orienter les politiques bancaires dans le soutien de l'économie, puisque on n'est pas plus aveugles que d'autres, on comprend aisément que si les banques ont pour projet de générer du profit sur leur activité, elles ont aussi besoin de ces clients-là et donc ont tout intérêt à les maintenir à flot. Donc tout réside dans la difficulté à reconnaître ce qui sera un bon client qui remboursera de celui qui n'en sera pas. Avec, si je peux me permettre, je peux rebondir. Cela va sans dire. Je crois une exigence fondamentale dans ces moments ô combien difficiles, c'est la transparence. Voilà. Transparence avec nous, agence de notation, mais à la limite, c'est peut-être même pas le plus fondamental, mais transparence avec son partenaire financier, avec sa banque. Bon, c'est une relation qui est pas facile, la relation avec son prêteur, mais je crois qu'à cette période où les banques ont, je vous l'assure, je suis en contact permanent, parfaitement conscience des énormes difficultés auxquelles sont confrontées une grosse partie du tissu français et sont en demande de dialogue, elles aussi, pour trouver les meilleures solutions. J'ai oublié de dire tout à l'heure, pour souligner quand même que toutes les entreprises ont été impactées, mais toutes l'ont été de façon très différenciée. Nous estimons aujourd'hui à la Banque de France, et c'est depuis septembre ainsi, que l'économie française tourne à 95% de la normale. 95%. On ne tourne pas à 30, à 40, on tourne à 95%. Qu'est-ce qui nous manque sur les 5 ? Ce sont les secteurs sinistrés, ceux dont on parlait. L'événementiel, les bars, les restaurants, les hôtels, le cinéma, etc., la culture, c'est tout ça qui fait le 5. Mais ça veut donc dire que le reste est proche de la normale. Et évidemment, tout l'enjeu, c'est que ça dure, malgré les nouvelles que nous entendons tous. Bien, je vous propose de passer à la question suivante, celle du président de la CPME 34, Hérault, Grégory Blanc-Villain. Bonjour Monsieur Latouche, Grégory Blanc-Villain, président de la CPME de l'Hérault. J'ai une question sur la cotation des entreprises qui faisaient plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires tous les ans et qui avaient une cotation régulière et qui, pendant 1 ou 2 ans, vont repasser sous la barre de 750 000. Qu'est-ce qui va se passer pour eux ? Merci d'avance. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai vérifié que je vous donnais la bonne réponse. Les entreprises qui passent sur leur arrêté 2020 en dessous de 750 000 euros seront cotées X0, c'est-à-dire nous n'avons pas la documentation, nous passons en dessous de notre seuil X, et 0, nous n'avons aucun élément défavorable. Bon, évidemment, s'il y a perte de la moitié du capital social, ça sera X6, et là c'est moins bon. Bien, alors cette démarche autour de la cotation, elle devient de plus en plus importante, elle nous est de plus en plus opposée, si j'ose dire. Il y a la cotation de l'entreprise, il y a la cotation également du chef d'entreprise, et depuis des années, des efforts ont été faits. Notamment la fameuse suppression du FIBEN 040, et je crois
je parle sous votre contrôle, un aménagement du 0,50, du 0,60. Tout à fait. Quant à sa communication, pour être très schématique, je parle sous votre contrôle, j'ai une liquidation, je suis 0,40, j'en ai 2, 0,50, au-delà 0,60. Tout à fait. Alors ça, cette volonté, je crois qu'elle date pas d'hier, c'était l'époque, je crois, de Fleur Pellerin qui avait lancé ça. Et cette démarche est rentrée dans une logique qui était le droit à l'erreur et le droit au rebond surtout. Alors, sur le principe, en tant qu'entrepreneur, on est très intéressé par ça, puisque tout n'est que tâtonnement, tout n'est qu'évolution, y compris au sein d'une entreprise, et a fortiori lorsqu'une échoue avec les choses qui arrivent. Je voulais avoir un petit peu votre point de vue, pareil en tant qu'expert, sur plusieurs éléments. On sait que la plupart des entreprises qui sont créées, alors je fais abstraction de tous les entrepreneurs individuels étant redevables de manière infinie, si je veux dire, sur leur fonds propres de toutes les paires d'entreprises, hormis avec les nouvelles réformes sur le logement familial. Mais toutes les SARL ou les SAS, et normalement où les responsabilités sont limitées aux apports, font que dans la vie du quotidien, nos entrepreneurs sont amenés à prendre des responsabilités à titre personnel, à se porter caution ou garant, c'est selon, pour le moindre leasing de véhicule, pour le moindre loyer, etc., etc., ce qui au final rend un certain nombre de choses. Alors tous les efforts qui ont été faits d'un côté pour donner ce droit à l'erreur, en réalité, dans les faits, ne l'est plus appliqué, puisque une chute ou un problème ou une procédure au tribunal de commerce, où il faut rappeler tout de même que statistiquement, moins de 5% des entreprises sortent vivantes d'une démarche. C'est l'ancien juge des procédures collectives qui vous parle. Et je pense qu'il faut aussi s'interroger sur la réticence qu'ont nos chefs d'entreprise à aller au tribunal de commerce pour tout un tas de raisons qu'on pourrait parler enregistré ou sur un autre thème. C'est un vrai sujet. Mais c'est un sujet. Et puis ensuite, j'aimerais aussi avoir votre avis sur cet environnement-là. Les dettes de travailleurs non salariés sont des dettes personnelles, et la moindre contre-signature d'un effet de commerce engage à titre personnel également le dirigeant. Donc, rapidement et sans avoir préparé ma liste, et vous me pardonnerez par avance d'avoir oublié quelques éléments, en fait, beaucoup d'efforts sont faits d'un point de vue politique. Et donc, quand je dis ça, je veux dire par là éloigné du terrain, et au sens noble du terme, avec du recul, pour permettre un certain nombre de choses. Mais le registre du commerce et des sociétés est ouvert désormais, est en open data, et apparaissent clairement toute faillite, toute liquidation. Et donc, les banques sont finalement tout aussi bien informées qu'elles ne l'étaient par le passé. Et ce fameux droit à l'oubli tel qu'il avait été envisagé, qui était un concept un peu start-upper à l'époque. Qui est très bien. Voilà. C'est très bien quand vous n'entraînez pas dans votre chute également toutes les cautions et toute votre famille. Et ça, je pense qu'il y a des efforts peut-être à faire là-dessus pour promouvoir justement cet esprit d'entreprise. Alors, nos entrepreneurs ne font pas telle ou telle chose parce qu'il y a si peu de risques ou qu'il y a moyen de s'en sortir pour pas cher, sans travail et sans abnégation. Mais enfin, quel est votre point de vue un petit peu sur tout ça ? Écoutez, moi je partage tout à fait ce que vous dites sur le droit à l'oubli. C'est peut-être pas là où la France est la plus performante par rapport à nos amis anglo-saxons qui vont même jusqu'à considérer que finalement un chef d'entreprise qui a déjà eu une faillite probablement a plus d'expérience, de cuir et de savoir-faire pour piloter son affaire. C'est vrai que la France, on n'est pas tout à fait comme ça et on colle facilement des étiquettes. Ce que je vous dis n'engage que moi. Il y a eu des aménagements. Le 0,40 a été supprimé et je parle de mémoire, je crois que le 0,50 et 0,60, la durée est réduite, alors je ne sais plus exactement, de 5 à 3 ans. Je sais que c'est un sujet qui est régulièrement un sujet de friction, je le regrette, parce que comme vous l'avez dit, c'est purement informatif. C'est une facilité de lecture que nous offrons aux banques. Mais il n'y a aucune appréciation de la Banque de France, il n'y a aucune analyse, aucune. Et c'est une lecture complémentaire que nous donnons à la profession bancaire, aux assureurs crédits, à tout ce que vous voulez. Vous voulez entrer dans une relation avec tel client, instantanément, vous savez son historique avec sa notation. Mais on n'en dit pas plus. Si éventuellement demain c'était purement et supprimé, comme vous l'avez dit, de toute façon maintenant le registre des sociétés est ouvert. Mais en tout cas, il ne faut pas se mentir.
Les établissements de crédit, quand ils rentrent dans une relation, vont regarder l'historique. Voilà. Donc c'est purement informatif. Après, sur l'objectif du droit à l'oubli, de l'accompagnement des entrepreneurs, on est entièrement d'accord. Je vous propose de regarder la troisième question de Michel Darios, qui est le président de la CPME Tarn-et-Garonne. On l'écoute. Bonjour Monsieur le Directeur, Michel Darios, président de la CPME de Tarn-et-Garonne. Les PGE et les délais de paiement ont pour effet d'augmenter l'endettement des entreprises à court et moyen terme. Comment la Banque de France va-t-elle appréhender cette situation et quel en sera l'impact sur la cotation des entreprises? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président Darios. C'est la question un peu clé, je dirais, avec celle de la liquidité. Je l'ai dit tout à l'heure, la dette de l'entreprise France a progressé de 175 milliards d'euros. Voilà. On est rentré dans la crise avec une dette totale d'environ 1000 milliards. C'est ça, les concours financiers apportés par les banques aux entreprises, c'est 1000 milliards. Et là, on a mis plus 175 milliards. Donc, bien évidemment, il faut les porter. On avait déjà 1000 et maintenant, il y a 175 encore en plus. C'est un élément que nous prendrons en compte dans notre analyse financière, ça je ne vais pas vous mentir, c'est très clair. Quand on va parler solvabilité et autonomie, on va regarder deux choses principales. Est-ce que la structure financière est suffisamment robuste pour pouvoir faire face à cet endettement ou pas? Est-ce qu'en face, il y a des fonds propres suffisants pour supporter cet endettement? Et puis, le deuxième élément fondamental, est-ce que l'entreprise a les ressources de trésorerie et de cash flow pour faire face à ces échéances? C'est ça qu'on va regarder. Encore une fois, on analyse sur 3 ans. Et notre but n'est pas de dire « Ah ben ça s'est dégradé, le ratio d'endettement, il est passé, c'était 2 ans de CAF, maintenant c'est 3 ans de CAF. » D'accord, ça s'est dégradé, mais ça n'a pas automatiquement de traduction en cotation. Donc vraiment, ce que l'on veut regarder, c'est la capacité à la structure de supporter ça et la capacité à rembourser. Voilà, c'est notre grille d'analyse classique. Il n'y a pas d'automaticité, je veux vraiment insister là-dessus, et je redis l'importance du dialogue avec l'analyse financière et éventuellement du dialogue avec la banque. Je profite de votre question, Monsieur le Président, pour signaler que nous attendons sous très peu, c'est un peu un scoop, des nouvelles sur le remboursement du PGE. Vous savez qu'est sur la table la question d'une 2e année de moratoire. Pour le moment, c'est à la discrétion de la banque. La FBF a dit on n'est pas opposé, mais on fera du cas par cas. Bon, ce dispositif est susceptible d'évolution. Je crois que c'est très imminent. Et puis, nous attendons un autre élément fondamental, c'est ce fameux prêt participatif. On pourra peut-être faire un autre sujet là-dessus, parce que pour le moment, il n'est toujours pas sorti. Son principe est acté dans la loi de finances 2021, mais ses modalités détaillées ne le sont pas encore. Fonds propres, quasi-fonds propres, pas fonds propres. Quelle est la durée? Quel est le temps du moratoire? Est-ce que ça peut devenir un instrument de consolidation de l'endettement pour repartir sur des bonnes bases? Tout ça est en cours de travail entre Bercy, la Fédération bancaire française, la Banque de France et le médiateur du crédit. Et je me propose de revenir vers vous. Mais très clairement, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a parfaitement conscience que cette charge d'endettement, c'est un poids supplémentaire qu'on met sur les qu'ont les entreprises à supporter, dans un contexte d'incertitude et d'une activité qui reprend, mais enfin qui reprend doucement. Donc il y a des outils, il y a des solutions qui sont encore en train d'être élaborées. Voilà, et je vous donne rendez-vous, donc en quelque sorte, bientôt, dès qu'on en saura plus. Merci, c'est un point important, puisque les premiers bilans que vous avez commencé à recevoir sont des clôtures au 31 août ou 31 septembre, à peu de choses près. On a surtout juin en ce moment. D'accord, surtout juin. Bon, ils sont peut-être un peu moins rapides, nos entreprises. Mais bravo si vous avez déjà bouclé septembre. Et donc, finalement, on est assez peu représentatif du niveau de dégradation. Et donc, là-dessus, à mon humble avis, la masse faisant loi, on est assez confiant sur le fait que vous vous adapterez à l'environnement global de la situation. Là où je suis curieux, mais vous avez déjà fait montre de haute technicité depuis des années,
c'est de voir comment, alors même que nous sommes encore dans une phase dite de crise aiguë, et non pas dans une phase de recovery ou dans une phase de relance. On est sur un palier aujourd'hui. Voilà. Et par contre, je retiens avec grand intérêt et 95. surprise les 95% d'activité. On est à 0,95. Lire nos enquêtes de conjoncture. Elles sont tellement fournies, je les lis, je sais les apprendre pour quand je vous vois ne pas vous décevoir. Mais forcément, je manque quelques éléments. Mais j'avais retenu les 115 000 euros de moyenne de PG. Oui. Bon, ça, c'est un véritable sujet parce que c'est une inquiétude globale. C'est-à-dire, saurons-nous analyser à l'aune d'une situation inextricable et qu'assez peu de personnes sont en capacité d'analyser et de fixer les phases de rebond? Et ça, c'est un véritable problème parce que si, en plus de tout ça, les robinets usuels de financement ou d'investissement venaient à se couper ou les sources se tarir, ça serait une aggravation assez sensible. Et c'est pour ça que un grand nombre de nos entrepreneurs posent aujourd'hui ce type de questions et que reviennent. Normal. Pour vous laisser le mot de la fin, pour finir cette petite bulle vidéo. D'abord, vous remercier infiniment de m'avoir donné l'occasion de parler de la cotation et n'hésitez pas à me ressolliciter s'il y a l'actualité, s'il y a des interrogations, on est là pour ça. Deuxième, c'est un message fort, un message d'une exigence de transparence. Dans cette période ô combien compliquée, ô combien difficile, ne restez pas seul avec vos difficultés, avec vos angoisses, avec vos inquiétudes. Vous avez un interlocuteur, un œil indépendant, une oreille indépendante du côté de la Banque de France et n'hésitez pas à solliciter vos analystes financiers. Et puis, je vous encourage, si vous anticipez des difficultés, à vous rapprocher en transparence de vos partenaires financiers. Merci. Merci, M. Latouche, directeur régional Occitanie de la Banque de France. Merci à vous de votre disponibilité.